Bonjour, merci. Donc, merci beaucoup pour cette invitation à cette journée sur la part du vivant dans le design. Donc, Hervé Daniel, donc, je suis effectivement enseignant-chercheur à l'Institut Agro sur Angers, donc, qui est une école d'ingénieurs où on forme et où je participe plus particulièrement à la formation des élèves en paysage. On a une formation en paysage. Donc moi, je suis enseignant-chercheur en écologie. Je parlerai effectivement plus sur les plantes, des fois pas que, mais quand même plus sur les plantes, et avec une approche d'écologie du paysage. Donc on va revenir aussi sur ces questions-là. Et effectivement des exemples aussi que je prendrai un peu plus dans le contexte urbain, même si les autres territoires sont aussi largement concernés par ces questions-là. Donc voilà, je suis dans l'unité de recherche BAGAP. BAGAP, c'est une unité de recherche qui associe donc l'Institut Agro, l'INRAE, et puis également l'école d'agriculture, l'école supérieure des agricultures sur Angers. Et ça veut dire biodiversité, agroécologie et aménagement du paysage. Voilà. Je vais juste passer à l'autre diapositive, si elle veut bien. Je peux faire les flèches, sinon. Non, ça ne veut pas non plus. Oui, alors c'est l'autre problème. Je disais tout à l'heure que c'était notre général. Le nôtre sera parfait. Il bug, je ne sais pas pourquoi à certains moments. Ouais, c'est bon. Je le fais la flèche. J'ai vu, ça devrait faire. Non, il ne veut toujours pas. Je ne sais La pas. sieste peut-être, c'est après manger. C'est effectivement ça. On attend. On va laisser le bandeau, sinon, essayez pour voir. Ouais. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, voilà, donc c'est bon. Donc, sur ces questions de vivant, en tout cas, c'était très riche, les échanges qu'on a pu avoir ce matin. Je vais avoir une approche qui va être donc centrée sur l'écologie, ça va être mon point de départ, et en plus sur l'approche scientifique de l'écologie. Sans oublier qu'il y a d'autres approches, on avait évoqué des enjeux de militantisme, des enjeux d'écologie politique, mais moi je vais me positionner pour cette intervention sur un point de départ scientifique, et donc en point commun on a effectivement le fait de s'intéresser au vivant, à l'écologie en tant que science. L'objectif c'est d'essayer de comprendre les processus écologiques, comment fonctionne la nature en fait, quoi. Alors il y a un autre point commun malgré tout, c'est que par rapport à cette expression du design, c'est quelque chose qui n'est pas complètement absent dans le domaine de l'écologie non plus. Alors je vous ressors un ouvrage qui date d'un peu plus de 20 ans, Ecology and Design, qui est vraiment aussi pour essayer de voir en quoi les questions d'écologie peuvent être source d'inspiration. Donc c'est plus par rapport au territoire, donc c'est plutôt cette partie-là un peu du design où je pense qu'il y a plus d'accroche. Mais on verra qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être source d'inspiration aussi un peu plus largement dans d'autres domaines. Donc cette question de design n'est pas absente dans le champ de l'écologie. Et puis, quand je dis ce sera plus au niveau des territoires, ça concerne aussi beaucoup les paysages. Et c'est vrai qu'il y a quelques années maintenant, on a eu des changements importants dans la discipline de l'écologie, notamment l'avènement de ce qu'on appelle l'écologie du paysage. Et donc l'écologie du paysage, on l'associe à deux personnes, en particulier à Richard Foreman, professeur à l'université d'Harvard aux États-Unis, qui avec Michel Gaudron, un Français, ont lancé vraiment formaliser un petit peu cette nouvelle approche de l'écologie du paysage. Et Richard Foreman, donc, qui est professeur en écologie du paysage dans cette université, dans une école de design aussi. Et c'est vraiment aussi cette approche-là qui transpire un petit peu sur cette manière d'aborder les questions de nature, de biodiversité. Donc le début de ces travaux, c'est aussi plein de dessins pour essayer de regarder les formes de nature. C'est hétérogène, et quand c'est hétérogène, ça peut prendre des formes différentes. Et en quoi les patterns, la distribution, la composition de ces différentes formes peut avoir des conséquences sur les processus écologiques. Donc à l'origine, il y a quand même une finalité de comprendre comment ça peut fonctionner ces éléments de nature. Donc derrière ça, c'est ce lien avec le design.
peut se faire de différentes manières ou je dirais d'autres points communs qu'on a avec des approches plus de design. J'identifie trois raisons qui peuvent nous conduire à ça. La première, c'est que quand en écologie, on va s'intéresser à l'espace, on va avoir des préoccupations qui pourront se rencontrer. Et ça n'a pas toujours été le cas dans l'écologie. Même si l'écologie a une histoire commune avec la géographie, on a eu pas mal de périodes et d'autres approches aussi qui sont développées sans prendre en compte de manière explicite l'espace. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi de travailler pour comprendre les processus écologiques en intégrant les activités humaines. On peut faire sans aussi, hein, s'intéresser à la nature sans l'homme. Alors, c'est pas toujours facile quand même, mais en tout cas, on peut avoir cette posture-là. Et on peut aussi se dire que c'est quand même un déterminant important, comme ça a été rappelé ce matin, et que ça peut être intéressant de comprendre les influences entre l'influence des activités humaines et les relations entre la nature et les activités humaines. Puis il y a un troisième point qui est important aussi, c'est que, je vous ai dit, c'est une science qui cherche à comprendre les processus, mais ces compréhensions peuvent aussi, c'est pas une obligation, mais elles peuvent aussi aider à l'action et orienter de l'action. Et en quoi l'écologie peut être aussi une source d'inspiration et d'aide pour les aménageurs, les paysagistes, les architectes, et ainsi de suite. Donc c'est ça ce point d'entrée. Et ce que je voudrais dans cette présentation, je vais essayer de faire court, donc ce sera des fois un peu simpliste, voire peut-être même un peu caricatural, mais on pourra en réchanger après dans tous les cas. C'est d'essayer de regarder un petit peu en quoi l'évolution des idées, des concepts, même des fois un petit peu assez théoriques en écologie, comment est-ce que ça peut être en lien avec des applications et des démarches d'aménagement. Alors, je vais revenir sur quelques concepts, je vais vous brosser juste quelques exemples de concepts en écologie. Et ce que je veux surtout vous montrer derrière, c'est en quoi ces concepts, donc ça peut être mobilisé pour motiver plein de travaux passionnants, très pointus en écologie, mais ça peut aussi avoir des conséquences sur nos modes de représentation de la nature. Et ça, du coup, ça concerne tout le monde. Et derrière ces modes de représentation de la nature, ce qui est peut-être encore plus important que ça, c'est les nouvelles questions que ça peut susciter. Et c'est ces éléments-là, je pense, qui sont importants à partager. Alors, un premier concept, hein, je vais passer vite, premier, c'est celui de l'écosystème, vous en avez tous entendu parler. Ça veut dire qu'on va reconnaître la biodiversité par rapport au fait que c'est plus que des espèces, mais c'est aussi des espèces qui sont en interaction. Alors, le premier niveau d'interaction qu'on identifie, ça va être les réseaux trophiques, c'est ce que vous avez à gauche. Et c'est ça qui permet de comprendre aussi les interactions entre les espèces et le milieu, qui définit un écosystème. Ce qu'il faut retenir, c'est que la biodiversité, c'est plus qu'une somme d'espèces, c'est surtout les interactions entre ces espèces. C'est pour ça qu'on parle souvent aussi de tissu vivant. Voilà, c'est plus le tissu qui importe que les fibres en tant que telles, quoi. Et après, ce concept d'écosystème peut se prolonger sur des études très importantes pour voir le fonctionnement. Et c'est même une manière de voir la nature comme un système, j'ai envie de dire presque comme une machine, qui va transformer de l'énergie et de la matière. Donc l'énergie qui vient du soleil, la matière, et sur le schéma à droite, c'est un des premiers schémas historiques qui avait été proposé on ne reconnaît pas, c'est une mare en fait. Dans ce schéma-là, on peut identifier derrière les flèches des flux, des kilojoules, des kilos de carbone, voilà. Ce concept d'écosystème, c'est très important. Je veux juste insister sur un point, c'est que il peut être des fois un peu piégeant dans le sens où il peut nous inciter à penser que la nature est faite de systèmes qui sont quand même assez autonomes, qui fonctionnent bien, et dans leur fonctionnement, ils vont tendre vers un équilibre. Et cette expression d'équilibre naturel, c'est quelque chose qu'on a tous tendance à évoquer quand on parle de nature. Et ce qui est sûr, c'est que ces questions d'équilibre, par rapport à la notion d'écosystème, c'est plus un postulat qu'un résultat. Et si on le remet en cause, cette question d'équilibre, on se rend compte que, en fait, non, souvent, ce n'est pas des équilibres, où on va avoir différents changements de niveau d'équilibre. En fait, souvent, on est plus entre deux équilibres que vraiment un équilibre. Et on est peut-être plus à gérer des déséquilibres. Et déjà, rien que ça, c'est une autre manière de revoir la nature par rapport à... Ça fait écho à des présentations de ce matin sur cette vision un peu idyllique ou cette vision un peu associée à l'Éden. Et l'autre point, c'est de se dire que c'est des systèmes qui vont être autonomes. Alors, c'est vrai que tant qu'on regarde le système, on peut comprendre comment il fonctionne de manière seule, mais c'est important de regarder comment il peut s'associer à son environnement. Et ça, c'était un point très important aussi par rapport à la discipline d'écologie du paysage. Quand on voit un paysage tel qu'on le voit tous, on peut aussi le lire par rapport à l'organisation
de ces différents éléments constitutifs. Si on s'intéresse à des habitats boisés, puis à des espèces aussi plus associées au milieu boisé, on va identifier des tâches d'habitat, des patchs en anglais, qui vont être organisés différemment dans le paysage. Tout ce qui y aura autour, ce sera la matrice. Et puis on peut avoir d'autres éléments linéaires qui peuvent relier les tâches qu'on peut appeler des corridors. Et donc c'est un modèle très simpliste, mais qui est une première entrée pour réussir à prendre en compte de manière plus explicite l'organisation spatiale, et derrière ça, une autre entrée pour décrire les paysages et comprendre les paysages. Alors c'est simpliste, il ne faut pas s'inquiéter, on arrive à sophistiquer ces concepts-là et à prendre le paysage en compte de manière beaucoup plus subtile après, en développant ça. Et ça sert de base aussi pour plein d'autres théories dont je ne vais pas vous parler maintenant, mais qui permettent de comprendre des populations animales et végétales, des communautés animales et végétales, comment elles peuvent fonctionner dans un espace de ce type-là qui est quand même particulièrement hétérogène. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième point important, c'est le fait de regarder les relations non seulement entre les espèces, mais aussi entre ces écosystèmes. Et un troisième point pour vous montrer aussi des évolutions d'idées qu'on peut avoir, c'est, je vous ai dit, on cherche à comprendre, et c'est quoi chercher à comprendre et comment on va s'y prendre pour chercher à comprendre. Et on a envie d'avoir une approche qui va être quand même un peu carrée, un peu déterministe. Alors je vais prendre comme exemple la photo que vous avez au milieu, c'est un gazon qu'il y a à l'Institut Agro, dans mon établissement. Alors c'est un gazon qui depuis plusieurs décennies a été tondu de manière très régulière. Et puis ce qui est arrivé, comme à plein d'autres gazons, pendant la période Covid, lors du premier confinement, la végétation se développait et on ne pouvait pas les couper l'air. Donc du coup, elle a poussé autrement. Et c'est là où on a vu plein d'autres formes de végétation qui sont apparues. On pouvait les deviner un peu avant, mais on ne soupçonnait pas forcément à ce point-là. Vous avez des marguerites, puis vraiment quelque chose de très hétérogène, alors qu'on avait une gestion qui était homogène partout. On a même vu des orchidées dont on n'avait jamais soupçonné l'existence, qui sont apparues à différents endroits du campus. Et donc la question, c'est comment je peux expliquer que mes marguerites poussent à tel endroit par rapport aux autres plantes qu'il y a à côté. Comment je peux expliquer cette hétérogénéité? Et là, on va avoir deux approches différentes pour aborder ça. La première, c'est une approche un peu déterministe. Je vais comprendre comment ma plante elle fonctionne. Alors, je sais qu'il y a des plantes qui aiment des milieux quand c'est pas trop sec, pas trop humide, elles préfèrent quand c'est entre les deux. Et ça va me permettre, en fonction du sol, de comprendre où se développe ma plante. Et après, il y a aussi la lumière. Je peux essayer de sophistiquer un peu ces compréhensions, puis il y a les interactions, les compétitions entre les espèces, tout ça. Et c'est tout ce champ d'explication qui est un champ qui était dans les premiers qui ont été développés en écologie, qui conduisent à des concepts qu'on appelle la niche écologique. Vous avez peut-être entendu parler de ça, enfin, définir des habitats. Quand on développe des disciplines très présentes encore de phytosociologie, on va essayer de classer et de regarder un petit peu comment ces espèces vont pousser ensemble. Et dans les années 2000, il y a une autre personne qui s'est mise qui s'est dit on pourrait avoir une approche radicalement différente pour aborder cette question-là. Et si c'était que le fruit du hasard? Si tout ça, en fait, c'était pas vrai, est-ce que les plantes, elles font ce qu'elles peuvent où elles veulent, je le caricature un peu, et si c'était vraiment des phénomènes de dispersion qui renvoient à beaucoup de phénomènes, en fait, stochastiques. Et donc c'est vraiment une position radicalement opposée. Donc vous imaginez bien que quand on a ces deux manières d'expliquer quelque chose de commun, ça peut entraîner des débats assez riches. C'est le cas, et ça évolue dans ce sens-là. Mais en tout cas, ça permet de reconnaître aussi toute une partie aléatoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas, mais ça veut dire qu'il faut s'y prendre autrement pour comprendre comment ça fonctionne. Et il ne faut pas chercher quelque chose de déterministe dans ce cas-là. Et ça fait partie aussi des questions qu'on peut avoir sur comment se représenter la nature. Alors ces idées-là, bon voilà, je vous ai présenté succinctement, donc c'est la théorie neutre de la biodiversité par Stephen Hubble. Comment on peut intégrer ça après dans les démarches plus pratiques d'action? C'est des choses qui ne sont pas simples. Et donc le premier mot-clé de l'intervention, c'est résister. Alors comment est-ce qu'on fait pour résister? Et c'est vrai, c'est aussi préserver des activités humaines. Donc la première solution, c'est de mettre un panneau pelouse interdite, même si dans ce cas-là, c'est peut-être pas la plus belle pelouse horticole. Peut-être qu'elle a déjà été beaucoup piétinée. C'est aussi pour ça qu'on a une bonne richesse dans son milieu. Cette approche-là, c'est quelque chose qui peut être commun aussi avec des milieux qui ont une forte spécificité par rapport à des espèces, par rapport à des caractéristiques de milieu, sur lesquels on va reconnaître une valeur patrimoniale, de patrimoine naturel, et pour lesquels on va se dire c'est important justement d'éviter de construire des immeubles ou des parkings sur ces espaces-là, ou de faire des champs de maïs,
qui conduit à ces démarches de préservation et de création de réserves naturelles. Et donc c'est une démarche qui est ancienne aussi dans ces questions d'écologie. Donc là, on n'est plus strictement dans le domaine scientifique, mais pour voir un petit peu comment on peut traduire ça dans l'action, et on va vite aboutir à des cartes, on va faire des zonages. Voilà. Alors on va faire des patates sur une carte pour représenter ça, et définir des endroits où on va avoir des réglementations qui seront différentes. Dès qu'on le représente sur une carte, ça interpelle aussi, ça interpelle autrement sur comment fonctionne le territoire plus largement. Qu'est-ce qui se passe entre nos zones de réserve? Est-ce qu'on fait ce qu'on veut? Enfin, toutes ces choses-là, c'est une question qui est importante aussi à voir et qui est en lien avec les points qu'on a évoqués précédemment au niveau des idées. Alors, j'illustre ça, non pas par des cartes de réserve naturelle, mais par une autre démarche qui est arrivée plus récemment, dont vous avez dû entendre parler également, les trames vertes et bleues. Alors, les trames vertes et bleues, on n'est pas du tout sur des interdictions. Dans l'idée, les trames vertes et bleues, c'est même plutôt des zonages dans l'idée de départ, qui peuvent aider à des projets de territoire, pour accompagner les acteurs, pour montrer des enjeux qui peuvent exister sur le territoire et associer donc ces différents éléments. Donc on va retrouver un petit peu ce que je vous montrais sur ma diapo tout à l'heure, les tâches qu'on va appeler des réservoirs de biodiversité qui vont être reliés par des corridors, et puis le reste, ce sera d'autres types d'habitats qui correspondent à la matrice qu'on avait avant. La carte que je vous montre là, c'est sur l'ouest d'Angers. Vous avez le bout de l'agglomération d'Angers à droite de la diapositive, la Loire qui est en dessous, et les grosses taches que vous voyez, ça correspond en plus à du bocage. L'enjeu naturaliste qu'on a trouvé sur ce secteur-là, l'enjeu de nature, c'est surtout un paysage de bocage qui est quand même beaucoup en lien avec des caractéristiques naturelles, des batraciens, des arbres dans les haies et tout ça, mais aussi quand même de l'activité agricole. Donc on voit déjà là qu'on est sur des zonages qui vont aider à de l'action, pour du projet, et qui s'appuient eux-mêmes sur des éléments qui sont aussi le résultat de l'activité agricole. Et on peut aller plus loin sur des interventions plus fortes, et c'est ce que je prends sous cette forme. Si on veut créer des espaces de nature, par exemple dans une agglomération urbaine, on peut se poser la question de différents points, mais aussi du point de vue écologique. Est-ce qu'il vaut mieux faire un grand parc, plusieurs petits, plutôt des petits espaces de proximité? Est-ce qu'il faut avoir des grands et des petits, les relier autour d'un cours d'eau, autour des chemins, ou un mélange un peu de tout ça, et derrière ça, on peut avoir des stratégies d'organisation dans l'espace de ces espaces de nature, avec aussi un regard écologique par rapport au processus pour comprendre comment ça fonctionne. Et un exemple simpliste aussi, mais qui est réel aussi, la forme. Pour une même surface, selon la forme de mon espace, on arrive à savoir les conséquences que ça peut avoir sur ces caractéristiques de biodiversité. Maintenant, je vais poursuivre à une échelle encore un peu plus fine, et qui renvoie plus à l'activité des paysagistes. Si je dis que je fais un espace vert, par exemple, comment je vais le concevoir derrière? Et à quoi je veux aboutir? Et les paysagistes en particulier ont un outil principal qui est utilisé, vous connaissez peut-être pas l'expression, mais c'est ce qu'on appelle la palette végétale. Et souvent, c'est sur cette expression-là que se concentre en fait l'apport de nature d'un paysagiste à cette échelle plus fine. Le paysagiste peut travailler des échelles plus larges aussi, mais à cette échelle-là. Et c'est vraiment cette notion de palette végétale, c'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir sur ces points-là. On a une analogie avec la palette du peintre qui fait un beau tableau, mais si on compare les choses, si on veut pousser l'analogie, le peintre, il part d'un tableau qui est tout blanc, il n'y a rien. Dessus, il va, par son acte de création, il va poser les couleurs pour faire quelque chose qui aura des qualités esthétiques. Puis une fois que c'est fait, il ne faut pas que ça bouge. Et si jamais on trouve ça beau pour le conserver, on va essayer de restaurer le tableau pour que ce soit au plus proche de ce qu'a fait le peintre. Est-ce que c'est la même démarche pour un paysagiste? En fait, quand il fait sur un projet, il ne part jamais d'un tableau blanc. Il y a toujours des choses qui existent avant. Même si c'est du sol nu, il y a déjà plein de graines dedans. Si on ne fait rien, en général, il y a toujours plein de choses qui vont pousser déjà. Donc il va intervenir dedans. Et puis en fait, comment il va gérer ces espaces-là? Et puis après, il y a d'autres espèces qui peuvent arriver, elles ne vont pas toutes se maintenir. Et cette vision de palette végétale a tendance un petit peu à figer aussi cette conception d'un projet de nature dans ces cas-là. Et c'est un peu embêtant. En fait, si jamais ça ne bouge pas, c'est que ce n'est pas vivant. Si c'est vivant, il faut que ça évolue. Et ça peut interroger sur si c'est vivant, il faut que ça bouge. La question est plutôt comment l'action de l'aménageur ou du paysagiste va s'insérer dans ces dynamiques pour lui faire prendre d'autres directions.
Et ça, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus, qui peut être beaucoup plus fructueux dans la manière d'aborder les choses. Et cette notion de palette végétale, des fois, elle a tendance à avoir du mal à prendre en compte la gestion qu'on va avoir derrière. Alors d'autres démarches, et c'est juste sur ces points-là que je vais finir, c'est aussi d'intégrer, de donner une forme différente ou un aspect différent de nature par la gestion. Et une démarche qu'on a, qui se développe beaucoup, c'est les démarches de pâturage, ou qu'on peut appeler éco-pâturage dans certains cas, et de rajouter une autre forme de nature. Donc là, c'est plus du végétal, mais ça va être des animaux qui vont brouter l'herbe, qui vont permettre de maintenir cet espace-là autrement. Donc voilà, et ça, c'est quelque chose qui est aussi très présent. Et mais c'est pareil, c'est pas neutre quand on aménage un espace de ce type-là. Et là, je fais le lien, vous voyez, du végétal par rapport aux animaux, mais aussi par rapport aux vivants non humains en relation avec le vivant humain. Et l'exemple, c'est autour de Nantes, là, d'un espace où a été mis en place une situation de pâturage. C'était un espace qui était libre. Et les habitants, ils venaient, ils avaient leurs chiens qui couraient autour. Et puis, un beau jour, ils arrivent. Et là, maintenant, ça y est, on va mettre plus de nature avec de l'éco-pâturage. Et ils se retrouvent face à des barrières, des grillages. Ils peuvent juste avoir un cheminement entre les grillages. Et ça a généré des réactions par rapport aux habitants. Et ça repose la question, vous voyez, c'est un petit peu l'aide vers le design, mais le design doit aussi aider à concevoir ces espaces-là pour les intégrer autrement par rapport aux humains qui y vivent. Et puis, pour finir, on a évoqué ça ce matin, et c'est une attente qui est grandissante aussi. Pourquoi faut-il toujours intervenir? Est-ce qu'on peut choisir de ne pas intervenir? Ou à la rigueur, quand on ne choisit pas, ça revient au même. Et laisser la nature se développer d'elle-même. Alors, ça engendre un certain nombre de débats. Il y a beaucoup de démarches qui sont faites dans des milieux naturels par rapport à ça. Je ne vais pas prendre ces exemples-là, mais c'est juste pour vous montrer que, de manière différente, par petites touches, c'est des choses qui peuvent aussi arriver dans l'espace urbain. Alors, à droite, c'est en bas à droite, donc là, c'est sur un espace un peu plus grand sur lequel on n'intervient pas, donc il y a de la jonc qui pousse, ou ça fait un aspect de friche, mais ça donne un autre élément, c'est peu fréquenté. En haut à droite, c'est sur Nantes, c'est le square Mabon, pour ceux qui connaissent. Là, c'est carrément un parti pris on avait une friche industrielle, et de se dire, le square, on va l'intégrer dans la friche, et les espèces de friches qui existent, les ronces, le buddleia, les bouleaux, ils vont faire partie de ce point-là. On ne va pas les enlever, on ne va pas les remettre, on va tirer parti de ce point de vue-là pour avoir une autre approche et avoir un autre type de parc. Ça peut être une manière de laisser la place aussi à une végétation spontanée, quitte à y insérer quelques espèces indigènes, c'est ce que vous avez en haut à gauche, ou même de manière plus chirurgicale, j'ai envie de dire, en espaçant un peu les pavés et en laissant la végétation pousser. Ça peut aussi inciter les personnes à fréquenter quand il y a plutôt la partie moins végétalisée. Et donc toutes ces choses-là, c'est des alternatives qu'on a. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut forcément faire ça, mais en fait, la question, c'est pourquoi il faudrait forcément faire l'inverse. Et derrière ça, un petit peu, c'est là-dessus où je veux finir, c'est que quand on veut parler de nature, il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas une nature, il n'y a pas une biodiversité, en fait. Et une fois qu'on a dit ça, il faut aller plus loin pour se dire de quelle nature on veut, par rapport à quoi, et on a des choix à faire, qui ne sont pas toujours des choix simples, mais vaut mieux essayer de réfléchir à les faire, même si on n'est pas sûr des choix qu'on fait, plutôt que de ne pas les intégrer et adapter ça par rapport aux besoins et se laisser la possibilité de changer dans nos choix et de garder ces possibilités d'évolution et de changement. Je vous remercie. Mais en même temps, ça peut permettre effectivement aux participants à la table ronde de s'installer. Je me demandais aussi dans quelle mesure, effectivement, alors vous êtes écologue, d'ailleurs c'est un terme qui faudrait presque, qui nécessiterait une explication complémentaire. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement pardon, on n'entendait pas? Ça va aller. Bon. Ok. Qu'est-ce que ça, voilà. Est-ce que c'est une profession? Est-ce que c'est un métier? Et aussi, ma deuxième question serait... comment vous intervenez justement, effectivement, dans quelle mesure? Bon, on sait très bien que dans beaucoup de villes, la question de l'ensemencement, pas ensemencement, qu'est-ce qu'on ensemence? Bon, ok, il y a les espaces verts, mais dans quelle mesure justement les écologues ou votre unité de recherche intervient pour reposer d'autres questions? Et voilà, les deux questions. Oui, alors c'est quoi un écologue? Je vais faire une réponse un peu simpliste, mais en gros, l'écologie, on le prend en tant que discipline. Donc les personnes qui se
revendiquent au moins en partie de cette discipline peuvent se dire écologues. Et après, c'est comme pour d'autres disciplines, on peut le décliner de différentes manières. En tant qu'enseignant, en tant que praticien, il y a une association des ingénieurs écologues, ou en tant que chercheur, et puis il y a encore d'autres manières. Donc, et selon l'approche qu'on va avoir, on va mobiliser, ces concepts, ces idées et ces réalisations de manière différente. Donc c'est vrai que j'ai une activité en bureau d'études ou autre. Et par rapport à la question de la recherche, c'est juste par rapport à ça, on peut avoir des approches qui peuvent être très variées. Soit, j'ai envie de dire, entre guillemets, en restant dans notre labo, d'observer les choses pour essayer de comprendre. Et c'est vrai que même les activités humaines qui modifient les processus écologiques, enfin la nature, nous permettent de comprendre mieux aussi comment fonctionne la nature. De ça, on peut voir pour faire des retours aux praticiens. Mais ce qui est le plus riche aussi, c'est d'avoir des questions qui émanent des aménageurs, des praticiens, des paysagistes. Et ça peut nous nourrir d'autres questions qu'on va retransformer, qui ne sont pas exactement les leurs. Et souvent, c'est quand même plus fertile pour avoir un terrain d'échange aussi par la suite. Mais c'est dans l'idée d'avoir des liens entre les différentes professions.